À la fête de remise des diplômes de mon frère, mon père a porté un toast et a dit « Rien n'est trop cher pour mon fils. C'est pourquoi j'ai contracté un prêt à ton nom. » Tout le monde a ri comme si c'était une blague. Mais quand j'ai consulté mon dossier de crédit ce soir-là, ce n'en était pas une. Et le lendemain matin, je me tenais dans le hall d'une banque avec un document imprimé, pendant que la discussion de groupe de ma famille me suppliait de ne pas porter plainte. Moi, 25, je n'ai jamais vraiment eu de relation proche avec mon père ou ma famille en général. Honnêtement, j'ai grandi en étant le responsable, le silencieux, le gamin à qui on dit « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Mon jeune frère, Ryan, 22 heures, était l'enfant chéri. Athlétique, bruyant, charmant. Il avait souvent des ennuis, mais mes parents balayaient toujours ça d'un revers de main. Les garçons resteront des garçons, disait-il. J'ai déménagé juste après le lycée. J'ai trouvé un travail, économisé chaque sou, je ne suis pas allé à l'université, principalement parce que je ne pouvais pas me le permettre sans m'endetter, et personne dans ma famille ne proposait de m'aider. Ryan, en revanche, a eu droit à une bourse complète du portefeuille de notre père, une voiture neuve pour ses 18 ans, un appartement chic près du campus, la totale. J'ai gardé mes distances au fil des ans. Je venais pour les vacances, je me montrais juste assez pour éviter d'être traité d'ingrat. Mais je restais principalement dans mon coin, travaillant sur des contrats informatiques et construisant lentement ma cote de crédit. Je n'avais aucune dette, aucun prêt. Mon crédit était impeccable. Je le vérifiais religieusement. Il y a 2 semaines, c'était la remise des diplômes de Ryan. Ma mère, 51F, m'a envoyé un message groupé, me faisant pratiquement culpabiliser pour que j'y aille. Elle a dit que cela signifierait beaucoup pour la famille. J'ai cédé. La fête avait lieu dans une salle de réception louée. Rien d'extravagant, mais certainement coûteux. Je suis arrivé en chemise et en jean, j'ai apporté une carte avec une carte cadeau à l'intérieur, et j'ai essayé de jouer le rôle du frère qui soutient. Tout était normal jusqu'à ce que mon père, 53H, se lève pour porter un toast. Il avait déjà bu quelques verres, le visage rouge et la voix forte. Typique. Il a commencé par une histoire sur le premier jour de maternelle de Ryan, puis a divagué sur sa fierté. Tout le monde buvait ses paroles. Puis il a dit ceci, « Rien n'est trop cher pour mon fils. C'est pourquoi j'ai contracté un prêt au nom de son frère. » La salle a explosé de rire. J'ai forcé un sourire, mais j'étais figé. J'ai regardé autour de moi. Personne d'autre ne semblait dérangé. Ma tante essuyait des larmes de rire. Ma mère a tapé affectueusement le bras de mon père. Ryan a levé son verre et m'a fait un clin d'œil. Je suis parti peu de temps après, prétextant que je devais travailler tôt, mais quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas dormi. J'ai consulté mon dossier de crédit au cas où, et c'est là que je l'ai vu. Prêt personnel, 32 000 $, ouvert il y a 1 an, répertorié auprès d'une banque régionale où je n'avais jamais mis les pieds. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, et un historique de paiement qui donnait l'impression que j'avais contracté le prêt et que je le remboursais consciencieusement depuis des mois. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé la banque le lendemain matin, leur disant que je n'avais jamais demandé ce prêt. Ils m'ont demandé de passer. J'ai tout imprimé, mon dossier de crédit, les informations du compte de prêt, les courriels de ma propre banque ne montrant aucune trace de dépôt. J'ai pris un jour de congé maladie et je suis entré dans cette banque comme si je me préparais à la guerre. Je vais expliquer ce qui s'est passé là-bas, mais la discussion de groupe a explosé avant même que j'entre. D'une manière ou d'une autre, ils savaient déjà. J'ai vérifié les messages de ma mère, de mon père, même de Ryan. N'en fais pas toute une histoire. C'était pour la famille. On allait te le dire. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Je n'avais même encore rien dit. Ils savaient. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une blague. Ça n'avait jamais été une blague. Au moment où je suis arrivé à la banque ce matin-là, je tremblais. Pas de colère, pas encore. J'étais juste sur les nerfs, avec 2 heures de sommeil, un mauvais café de station-service, et un mal de tête de rage qui ne m'avait pas quitté depuis le toast de mon père. La conseillère en prêt qui m'a reçu, Cynthia, était polie, mais on voyait qu'elle avait déjà vu ce genre de situation. Je lui ai dit que j'avais trouvé un prêt personnel sur mon dossier de crédit que je n'avais pas autorisé. Elle l'a affiché en utilisant le numéro de compte que j'avais imprimé de Crédit Karma. Puis elle a demandé ma pièce d'identité.
Je lui ai donné mon permis et j'ai attendu. Elle a regardé l'écran pendant quelques secondes, puis s'est penchée en avant. Puis-je demander quelle adresse électronique et quel numéro de téléphone ont été utilisés lors de l'ouverture de ce compte, ai-je dit. Elle a tourné le moniteur vers moi. L'adresse électronique n'était pas la mienne. C'était une adresse Gmail qui commençait par mon prénom et mon nom, mais avec quelques chiffres aléatoires à la fin. Je ne l'avais jamais utilisé de ma vie. Le numéro de téléphone, même histoire, pas le mien. Je l'ai cherché sur Google sous le bureau pendant qu'elle cliquait sur le compte. C'était une ligne prépayée de Boost Mobile. Aucun nom enregistré. C'était pire encore. La demande mentionnait mon ancienne adresse, celle où mes parents vivent toujours. Les informations sur l'employeur étaient vides, mais sous le compte bancaire utilisé pour le prélèvement automatique, il y avait un compte avec un nom au dossier, celui de mon père. J'ai demandé à Cynthia si les paiements avaient déjà été en retard. Elle a secoué la tête. Chaque paiement a été effectué à temps depuis 13 mois. Ils ont même payé en trop 2 fois. J'ai eu la nausée. Ils l'ont remboursé lentement, délibérément, juste assez pour maintenir mon crédit intact et éviter de déclencher des alertes. C'est pourquoi rien n'est apparu sur mon téléphone. Pas de recouvrement, pas de signaux d'alerte, juste un prêt d'apparence normale. J'ai demandé des copies de tout. Elle a dit que je devrais déposer une plainte à la police et faire classer l'affaire comme une fraude avant qu'ils puissent divulguer des documents plus détaillés. Mais elle m'a donné une chose, un contrat de prêt signé. La signature était la mienne, ou sans ces lettres, mais je n'ai jamais signé ce papier. L'écriture était proche, mais la boucle du B de mon nom de famille était fausse. On aurait dit que quelqu'un essayait de copier ma signature d'un chèque. Je n'ai rien dit pendant 1 minute. Je suis resté assis là, sous le bourdonnement des néons, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. 27 nouveaux messages dans la discussion de groupe familial. Capture d'écran. Panique. Culpabilité. Une véritable crise de nerfs numériques. Ma mère disant qu'il l'avait seulement emprunté pour aider Ryan à finir ses études. Mon père disant qu'ils allaient me le dire une fois que ce serait remboursé. Ryan envoyant une note vocale me disant de ne pas tout gâcher pour tout le monde, et une tante à qui je parle à peine ajoutant « Tu sais, ton père voulait bien faire ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé directement au poste de police. Parce que voilà le truc, si vous êtes prêt à voler l'identité de quelqu'un et à accumuler des dettes en son nom, vous n'avez pas le droit de supplier quand on vous attrape. Le poste de police était étonnamment calme pour un mardi matin. Je me suis assis sur une chaise en plastique pendant 20 minutes avant que quelqu'un ne prenne ma déposition. On m'a conduit dans une petite pièce qui sentait le vieux café et l'encre d'imprimante, puis on m'a demandé de tout expliquer. J'ai montré à l'officier mon dossier de crédit, les détails du prêt, le faux courriel, le numéro de Boost Mobile, et le contrat de prêt numérisé avec la signature falsifiée. Je n'ai même pas eu à expliquer comment je savais qu'elle était fausse. Il l'a vu instantanément. C'est votre propre père qui a contracté le prêt, a-t-il demandé en haussant un sourcil. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Ils ont utilisé mon nom, mon numéro de sécurité sociale, et ont même indiqué leur adresse. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Il a tout noté, numérisé mes documents, et m'a dit que je devrais signer une déclaration sur l'honneur de fraude. C'était le protocole. Si je voulais que le prêt soit supprimé et mon crédit restauré, cela devait être traité comme n'importe quelle autre affaire d'usurpation d'identité. Quand j'ai quitté le poste, mon téléphone avait 3 messages vocaux et un appel manqué de mon père. Je ne les ai pas écoutés, mais j'ai lu les nouveaux messages du groupe de discussion. Ma mère était en pleine panique. Elle a dit que cela pourrait ruiner leur retraite, que je réagissais de manière excessive, et que dans une famille, on n'appelle pas la police. Ryan m'a envoyé un message privé, « Mec, calme-toi. C'est déjà presque remboursé. Tu vas tout faire sauter pour quelques milliers. » Quelques milliers? Ils ont volé 32 000 $ en mon nom. Ce n'était pas un accident. C'était un plan. J'ai bloqué Ryan. Quand je suis retourné à mon appartement, il y avait des fleurs sur mon paillasson. Littéralement, une fichue livraison de fleurs de ma mère avec une carte qui disait « Parlons-en avant que ça n'empire ». J'ai éclaté de rire comme un fou parce que c'était déjà pire. Il ne l'avait juste pas encore compris. J'ai passé les 48 heures suivantes à remplir des papiers. J'ai gelé mon crédit, signalé le compte comme frauduleux auprès des 3 agences de crédit, et contacté un avocat,
non pas pour poursuivre, mais pour m'assurer que tout ce que je faisais était irréprochable. Il s'avère que ce qu'ils ont fait était un cas d'école d'usurpation d'identité. Peu importe que ce soit votre parent. Peu importe s'il voulait bien faire, c'est toujours un crime. Et puis le coup de grâce, la banque m'a envoyé un avis 2 jours plus tard disant qu'ils enquêtaient officiellement sur le prêt comme une fraude, ce qui signifiait que les recouvrements étaient en pause. Et si la plainte pour fraude était confirmée, le prêt serait effacé de mon dossier, mais quelqu'un serait toujours responsable. Quelqu'un dont le nom figurait sur le compte de prélèvement automatique. Mon père. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être qu'une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire. Il semblait calme, comme le père qui me racontait des histoires avant de s'endormir, avant qu'il ne remarque même plus ma présence dans la pièce. « Fils, a-t-il dit, tu vas vraiment faire ça à ta propre famille. » Et j'ai dit tout haut ce que je pensais tout bas, c'est vous qui l'avez déjà fait. Après cet appel, j'ai bloqué mon père de façon permanente. Je sais que certaines personnes attendent des excuses, des règlements de compte ou que la culpabilité fasse son chemin. Mais pour moi, c'était fini. La porte était fermée, les serrures changées. Le fait est que, quand quelqu'un utilise votre nom comme un outil ou, pire, un compte en banque, ça vous marque. Je continuais à vérifier mon dossier de crédit chaque matin comme s'il allait me mordre à nouveau. Je continuais à attendre que le couperet tombe. Il n'est pas tombé. Au lieu de cela, mon rapport de fraude a été accepté. Le prêt a été signalé comme illégitime et le solde a été retiré de mon profil de crédit, mais la banque n'allait pas simplement absorber cet argent. Quelqu'un devait encore le solde restant. Et ce n'était certainement pas moi. Comme le prêt avait été remboursé via le compte de mon père, et que la fraude était maintenant documentée, la banque a entrepris de recouvrer la somme directement auprès de lui. Je n'ai même rien eu à faire. Il a signé les paiements. Il a falsifié les documents. Il a imité ma signature. Il a porté un toast à ce sujet en public avec des témoins. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues très bruyantes dans la discussion de groupe familial. Soudain, ce n'était plus « on allait te le dire », mais « tu as ruiné la vie de ton père ». Ce n'était plus « on avait besoin d'aide pour les frais de scolarité de Ryan », mais « il essayait juste de rendre les choses équitables ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste quitté le groupe. Quelques jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je ne l'ai pas laissée entrer. Je suis resté derrière la porte verrouillée pendant qu'elle pleurait dans le couloir et me disait à quel point les choses allaient être difficiles pour eux. « Maintenant, tu tournes le dos à ta famille », a-t-elle dit. Je ne le lui ai pas dit en face, mais voici la vérité, ils m'ont tourné le dos au moment où ils ont rempli cette demande de prêt et cliqué sur « Envoyer ». On ne vole pas l'identité de quelqu'un tout en prétendant l'aimer. On ne falsifie pas la signature de son enfant tout en le traitant d'égoïste. On ne joue pas les victimes quand le désordre que l'on a créé finit par nous retomber dessus. Ryan, lui, n'a pas dit un mot depuis. Son diplôme est peut-être vrai, mais la façon dont il a été payé, cette tâche est permanente. Il a eu une offre d'emploi dans un autre État, j'ai entendu dire. Mais je ne réponds pas à ses appels. Quant à moi, mon crédit est revenu à la normale. Je l'ai verrouillé avec tous les gels, codes personnels et surveillance que j'ai pu trouver. Je ne leur donnerai pas une autre chance. J'ai pensé à porter plainte. Vraiment, sérieusement porter plainte. Mais la vérité, c'est que ceci est déjà une conséquence. Ils remboursent maintenant l'intégralité du prêt sans que mon nom y soit attaché. Ils peuvent appeler ça la justice, le karma, peu importe. J'appelle ça une rupture nette. Je n'aurais jamais pensé que ce serait mon propre père qui me volerait. Mais je n'aurais certainement pas pensé qu'il en plaisanterait en smoking, un verre à la main. Si vous avez un enfant chéri dans la famille, sachez que la facture finit toujours par arriver. Et cette fois, ils l'ont ouverte au mauvais nom. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de nommer ce que je ressentais. Au début, c'était de la rage. Le genre qui reste sous la peau comme une fièvre que l'on ne peut pas évacuer. Le genre qui vous tient éveillé à 3 heures du matin, imaginant chaque mot que vous auriez dû dire à la fête, ou à la banque, ou au téléphone. Mais ce n'était pas la vraie blessure. J'ai compris quelques nuits après que tout se soit calmé. Mon appartement était enfin de nouveau silencieux. Plus d'appels manqués, plus de lettres glissées sous la porte, plus de fausses excuses enrobées de culpabilisation. Je venais de dîner, quelque chose de simple, rien de dramatique.
Et j'étais debout devant l'évier en train de rincer mon assiette quand c'est arrivé. Je me suis figé parce que je me suis souvenu de quelque chose de si stupide. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a laissé co-signer un faux prêt comme une leçon de vie. Il a imprimé un faux formulaire sur Internet, me l'a fait signer et m'a dit que co-signer était un vrai signe de confiance. On en a ri. Il a dit que j'étais intelligent, qu'il ne laisserait jamais personne profiter de moi. Je l'ai cru. Et maintenant, je me tenais là, regardant par la fenêtre de ma propre cuisine, du liquide vaisselle dans les mains, réalisant que l'homme qui m'avait fait ce discours n'avait pas seulement brisé ma confiance, il l'avait utilisée. C'était la première fois que je pleurais. Pas de colère, de trahison. Parce qu'au fond de moi, une partie de moi a toujours pensé que peu importe ce qui s'était passé entre nous, les regards froids, le favoritisme, les silences étranges pendant les vacances où il y avait toujours un niveau de base d'amour sous tout ça, un filet de sécurité. Mais j'avais tort. Ils ne m'aimaient pas de la manière dont j'avais besoin d'être aimé. Ils aimaient ce que je pouvais offrir, mon nom, mon crédit, mon silence. Et quand j'ai repris tout ça, ils n'ont pas pleuré la relation. Ils ont pleuré l'accès. Les gens parlent de couper les ponts comme si c'était un interrupteur que l'on actionne, mais c'est plutôt comme poser un sac lourd que l'on a porté trop longtemps. On ne réalise pas toujours à quel point il pesait sur nous jusqu'à ce qu'il soit parti. Je n'écris pas ça pour faire pitié. Je ne l'écris même pas par vengeance. Je l'écris pour que peut-être la prochaine personne, celle à qui l'on dit qu'elle réagit de manière excessive ou qu'elle est dramatique, sache ce qu'est vraiment ce sentiment de torsion dans ses tripes. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas de l'amertume. C'est la vérité qui essaie de se faire entendre. Je pensais que la trahison venait des ennemis. Maintenant, je sais qu'elle porte votre nom de famille et vous appelle pour votre anniversaire. Et quand elle se montre enfin, vous partez, parce que vous ne devez à personne une seconde chance de vous brûler à nouveau.